Bonjour, nous allons avec Bénédicte vous faire une présentation sur classique et barbare, donc dans le cadre de la sculpture de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge. Je voulais d'abord donner tous mes remerciements au Musée du Louvre et à l'École du Louvre, en particulier au Musée du Louvre, à toute l'équipe technique qui est là-haut et devant moi, parce que je leur ai quand même posé quelques petite difficulté, je suis un petit peu envahissant comme garçon. Également au Musée Sainte-Croix, de Poitiers pour son soutien depuis de nombreuses années. Vous allez voir des œuvres également du Musée Sainte-Croix. Donc le sujet de la présentation, les techniques de sculpture dans l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, me permettra d'aborder, au travers de différentes œuvres, certains détails spécifiques des techniques de sculpture de cette période. Ces œuvres seront étudiées au travers des traces d'outils, discernables sur leur parement, permettant ainsi d'envisager les techniques mises en œuvre par les sculpteurs. Tout d'abord, le support. On a vu avec les autres communications qu'effectivement, le support est absolument à prendre en compte. On entend ici, si je frappe légèrement avec un ciseau gravelé sur 4 types de pierres différents, donc un tuffeau, un calcaire charentais, un marbre et un granit creusois du Maupuy, que la densité des blocs n'est effectivement pas du tout la même. Ce qui fait que vous imaginez bien que si on fait de la taille de pierre, de la sculpture, sur le granit ou sur le tuffeau, ce ne sera pas du tout pareil au niveau de l'activité. Ce sera beaucoup plus facile sur le tuffeau que sur le granit. Ce sera pour le moins différent. Donc ici, je vais faire 2 tests. Un test sur le calcaire, ensuite un test sur le marbre. Donc on voit ici sur le calcaire que effectivement, si je grave, ça pose pas trop de difficultés. La partie active de l'outil rentre dans la matière sans problème. Si on fait la même chose sur le marbre, on entend déjà que c'est totalement différent, et on voit, j'imagine que vous voyez que la partie active de l'outil enlève beaucoup moins de matière, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, pour tous ces types d'activités, que ce soit en taille de pierre, en sculpture, après, il y a eu une discussion tout à l'heure sur les sarcophages, et effectivement, est-ce que certains sarcophages sont sculptés, ou est-ce que le geste technique est tellement bien fait que ça ressemble à la sculpture? On a 3 types d'outils, donc. Les outils à percussion lancée, outils à percussion posée avec percuteur, et outils à percussion posée sans percuteur. Donc, outils à percussion lancée. Effectivement, ici, je vous ai apporté un pic, parce que c'était le moins lourd de tous les outils. Ce type d'outil, on le prend à 1 ou 2 mains, suivant le type d'outil. Et ensuite, la partie active de l'outil est envoyée vers le bloc à tailler. Donc là, j'ai promis que je ne blesserai pas le caméraman. Donc en fait, là, je tape très doucement de telle sorte à ce que l'outil ne fasse pas trop de poussière. On voit sur le sarcophage mérovingien qu'ils utilisaient ce type d'outil d'une manière parfaite, et ils le maîtrisaient parfaitement bien. Parce qu'ils sont peut-être différents de la sculpture ensuite. Outils à percussion posée avec percuteur. Donc l'outil qui est ici un ciseau, le percuteur qui est une massette. Donc pour graver, pour sculpter, pour tailler, on frappe l'outil avec la massette ou un maillet de telle sorte à enlever de la matière. Pour enlever de la matière. Outils à percussion posée sans percuteur. Ici, je vous ai apporté une ripe. Ce sont des outils qui sont plutôt destinés à la finition.
Donc l'outil, en général, sur ce type d'outil, on le prend d'une main, on appuie de l'autre, ça peut être des rips, etc. Et on tire dessus. Ce qui permet, on voit ici que effectivement, ça permet de finir le parement parfaitement bien. Ensuite, nous allons passer. On va commencer donc l'étude des œuvres avec le sarcophage 41 qui vient d'Antigny. Il me semble que ça fait partie des sarcophages qu'on a évoqués hier. Sarcophage 41 qui est, on ne le voit pas, mais les montants ont été taillés à la pic, comme beaucoup de sarcophages dans la région du Poitou-Charentes. Un pic très fin, c'est vraiment une belle taille. Et ensuite, le sarcophage a reçu sur sa partie, sur son parement, un décor sculpté. Donc, ici, sur ce décor sculpté, on devine là des détails. Les détails, et on a sur ce cliché trois types d'activités différentes. C'est-à-dire que l'exécutant, le graveur, le sculpteur, le tailleur de pierre, a réalisé ici des incisions en V. Donc pour faire une incision en V, on prend un outil gravelé comme celui-ci, et ensuite l'outil gravelé est percuté par une massette. Et là, on commence la première partie du V. Et là, on a une incision en V. Ce type de technique était totalement maîtrisé dans l'Antiquité, et on se rend compte en étudiant les sarcophages, donc surtout les sarcophages mérovingiens, que là, ils ont quand même des difficultés pour réaliser ce type d'activité. Ce qui fait que pour détourner le problème, ils ont réalisé ici une taille là, avec l'outil gravelé que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que plutôt que de faire l'incision en V, en fait, il réalise une gravure en U carré. Alors, on va prendre le même. Donc, ce qui leur permet de réaliser tous ces décors, tout en n'ayant pas la difficulté de faire les incisions en V. Donc, pour ce type d'activité, ici, on percute la pierre là, de manière à descendre en profondeur. Donc sur un calcaire comme celui-ci, ça pose pas de problème. Il ne faut pas que je parle en taillant, m'a-t-on dit. Sur un calcaire comme celui-ci, ça pose pas de problème, et ça a surtout l'avantage de pouvoir tourner, de pouvoir faire exactement ce qu'ils veulent au niveau des corps. C'est-à-dire que si on veut faire ici une partie arrondie, ça ne présente pas de difficulté, on peut repartir dans l'autre sens sans difficulté. Donc, sur ce bloc également, ils ont réalisé, ici, les sillons ont été réalisés à l'aide d'une broche. C'est quelque chose qu'on trouve très très peu dans l'Antiquité. Donc, pour réaliser deux sillons comme ça, plutôt que de faire une incision en V, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils ont utilisé une broche comme celle-ci, et cette broche, en faisant de multiples points
Donc en faisant de multiples points les uns à côté des autres, ça leur permet effectivement de réaliser ces sillons. On devine qu'ils ont quand même réellement, on commence à deviner des difficultés avec l'approche du matériau. Sur tout ce type d'œuvre, le matériau est très peu gravé, très peu incisé. Voilà. Voici une œuvre que vous avez vue tout à l'heure, projetée un peu rapidement, qui est un chapiteau qui provient de l'église Saint-Germain-des-Prés, des fouilles de l'église Saint-Germain-des-Prés et de l'église primitive qui était Saint-Vincent-Sainte-Croix, fondée par le roi Childebert pour abriter les reliques et également y être enterré ainsi que sa famille. Ce chapiteau présente des particularités que nous avons déjà soulignées il y a quelques instants avec ces feuilles, un chapiteau à feuilles d'angle, et au centre, la particularité évidemment est la présence d'une croix, les tiges plates, mais ce sont des tiges qui ont un décor de chevron que l'on retrouvait sur les deux autres chapiteaux que j'avais mis en parallèle. L'un de ces chapiteaux, on avait pu faire une analyse de matériaux, était donc en marbre des Pyrénées. Donc il serait intéressant que le département des sculptures puisse faire quelques analyses qui apporteraient certainement des éléments, puisque à Paris, les quelques chapiteaux en marbre ont été soit trouvés à Notre-Dame, dans l'emprise de la cathédrale Saint-Étienne, ou à Saint-Germain-des-Prés. Donc, nous voyons ici, sur cette œuvre, que effectivement, donc l'approche du matériau, là, on est sur du marbre, on est passé d'un calcaire à un marbre, que l'approche du matériau a été réalisée au départ à l'aide de la broche. À l'aide de la broche, donc, la broche sur du marbre. Vous voyez, la différence par rapport à tout à l'heure, où effectivement, je pouvais enlever de la matière. C'est vrai qu'avec la broche ici, ça ne présente pas de difficulté. On arrive bien à sculpter. Donc là, avec la broche. Mais ici, sur ce bloc, on voit également la réalisation toujours de gravure en V, c'est-à-dire que pour attaquer le matériau, pour réussir, en fait, ils ont utilisé encore un gravelé. Et là, on va voir qu'avec le gravelé, ça commence à devenir un peu plus difficile, mais on arrive quand même bien. Hop là. À descendre dans le matériau. Et là, spécifiquement sur ce bloc, ils ont utilisé également un gravelé, donc un gravelé pour faire ici une feuillure, une petite saignée carrée. Alors là, ça commence à devenir extrêmement compliqué parce qu'en fait, vous avez un outil comme celui-ci, donc des gravelés, et plutôt que de descendre en V, ce qui est relativement facile, le graveur, excusez-moi, je suis désolé, mais le graveur va descendre, le sculpteur va descendre dans la matière. Ce qui est un peu plus compliqué, donc tout dépend après de la dureté du matériau.
Et on devine ici, au fur et à mesure que je descends, que plus je descends profondément, plus ça devient compliqué pour l'outil. L'outil se coince, donc c'est un peu plus difficile. Désolé, je parlais en même temps. Donc, plus vous descendez en profondeur, plus l'outil a tendance à se coincer, et ça devient de plus en plus difficile, effectivement, pour sculpter. Voici un autre chapiteau conservé au département des sculptures et qui se rattache au même ensemble de l'ensemble de la production du 5e, 6e et plus tardivement parfois du 7e siècle en Gaule, qui se rattache davantage au type corinthien canonique avec deux rangées de feuilles qui sont des feuilles d'acanthe tout à fait caractéristique de ce que l'on trouve en pince à crabe, que l'on trouve par exemple en Aquitaine. Et le travail du sculpteur, justement, crée des contrastes, des ombres et des clairs qui sont très importants. Donc ici, sur cette autre œuvre, on voit donc attaque. Alors j'avais trouvé des trous de... Il y a de la broche ici, voilà. On a de la broche ici. Donc le sculpteur a enlevé de la matière à l'aide de la broche. Ensuite, on a ici des sculptures en V, mais on a spécifiquement ici des trous de forêt. Des trous de forêt que l'on retrouve également, donc c'est vraiment sur une technique que l'on retrouve là. C'est-à-dire que le sculpteur a préparé des trous avant, de manière à pouvoir ensuite rejoindre le trou ici. Donc pour faire ce trou de forêt, on utilise... Alors là, je vous ai amené un forêt à pompe parce qu'il est toujours impressionnant. Je ne suis pas persuadé qu'ils utilisaient ce type de matériel. Donc le forêt à pompe, on monte, on descend et ça fait un trou. Donc ici, vous voyez que dans du calcaire, ça ne pose pas de problème, normalement. Voilà, mais que ça descend au fur et à mesure, plus le forêt descend, et en fait, ça bloque la mèche et on ne peut pas avancer. Ce qui fait qu'il y a également utilisation, pour réaliser le trou, d'un tamponnoir, c'est-à-dire un outil qui permet en le percutant, de réaliser ceci. Donc le tamponnoir, donc ici on est dans du calcaire, donc l'outil percuté descend tout doucement dans la matière. Là, fait un trou, je vais pas, normalement je soufflerai, je vais éviter, donc fait un trou. Ce qui est facile dans du calcaire est plus compliqué dans du marbre. Donc, toujours le forêt à pompe pour démonstration. Hop. Voilà, ça ne rentre même pas dedans. Petit à petit, je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais ça descend quand même tout doucement. Bon, très très peu. Hein. C'est normal, le matériau est dur. Il n'y a pas de raison. Donc du coup, on va arrêter avec le forêt à pompe et utiliser le tamponnoir. Même chose. Donc ici, le trou commence à se réaliser. Avec du temps, on peut descendre en profondeur sans difficulté.
chapiteau très proche de celui que nous venons de voir. D'ailleurs, il vient d'une collection privée, mais ils sont sans provenance. Ce qui les rattache, mais on voit tout à fait les critères qui peuvent les rattacher à la production du sud-ouest de la Gaule. Et il reprend finalement, il est très proche du modèle canonique corinthien, avec ses 2 couronnes d'acanthe. Et simplement, la partie supérieure de la corbeille subit des modifications avec un décor végétal qui devient de plus en plus prégnant à la place des hélices et des volutes qui généralement ornent la surface d'un chapiteau corinthien classique. Et ici, on voit également les traces de forêt, enfin le forêt, c'est le trépan, c'est ce que l'on appelle un outil que l'on appelle couramment un trépan. Voilà. Donc, sur ce bloc, il y a quelque chose de très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, sont les traces d'un outil que l'on trouve très rarement sur les sculptures antiques, et curieusement, sur du mérovingien, du carolingien, on le trouve. C'est cet outil, ces traces qui sont ici, qui sont les traces d'un outil bourron. Donc ici, je vous ai apporté... Excuse-moi, c'est moi qui bouge. Et un outil bourron, donc ce type d'outil, normalement, est utilisé pour finir deux moulures concaves ou de la sculpture dans des parties où on ne peut pas aller avec un ciseau classique. Et là, ils utilisent donc du coup un petit ciseau gravelé bourron de manière à aller donc chercher les moulures en profondeur. Et cet outil nous donne vraiment une forme caractéristique. Je ne sais pas si ça le donne très bien dans le calcaire. Donc on voit la trace de l'outil qui est au fond. Est-ce qu'on le voit, Bénédicte? Oui, ça va. On voit la trace de l'outil qui est en fond de moulure. Alors ici, c'est une... on est peu, je vais vous donner des informations, c'est-à-dire que en travaillant sur la gravure, sur les inscriptions donc de cette période, je me suis rendu compte qu'en fait les graveurs, non pas les sculpteurs, avaient beaucoup de mal pour la gestion, ce que je vous disais tout à l'heure, de la gravure en V. Et en fait, on a retrouvé sur un des sarcophages du baptistère Saint-Jean, en fait, une inscription, une lettre, qui est comme ça, et plutôt que d'essayer de faire désespérément une gravure en V sur ce type d'inscription, ils ont utilisé un ciseau bourron, ce qui leur permet d'avoir ici, donc de réaliser des parties droites, ce qui là ne présente pas trop de difficultés, mais également de réaliser des parties arrondies. Donc on en parlera tout à l'heure, mais c'est réellement une adaptation de l'outillage à l'activité. C'est-à-dire que j'ai réellement l'impression que sur ce type d'activité, c'est moche, c'est pas beau. Sur ce type d'activité, les graveurs ou les sculpteurs de cette période, l'Antiquité tardive ou du Haut Moyen-Âge, utilisaient tout type d'outils. On en reparlera ensuite. La ripe. Donc la ripe, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est un outil qui sert à la finition, et on devine sur les finitions de ces œuvres, effectivement, là, il faut vraiment aller les chercher, hein. Ça a été évoqué sur le fait que la technologie ne pouvait pas remplacer l'œil. Là, on peut vous le montrer parce que celle-ci, il a fallu aller les trouver. Donc, ce sont des traces de ripe. Ici, j'ai totalement oublié de vous apporter une ripe, mais je vous apporte je vous ai pris un ciseau gradine à la place, ce qui fait que, en fait, le sculpteur utilise son outil comme ça et surface le dessus de son bloc, le parement de son bloc, donc petit à petit, en forçant tout doucement
il arrive à avoir une surface qui est relativement lisse. Une des quand même caractéristiques de cette période, c'est qu'ils ne sont pas très fignoleurs. Là, vous avez la plus belle sculpture au monde, du plus beau musée au monde, le musée Sainte-Croix de Poitiers, la base des larrons, donc, qui est datée 6e, 7e siècle, pardon, qui a été découverte par le père de la Croix dans l'hypogée des dunes à Poitiers. Et cette base nous donne, plein de renseignements, bon, si ce n'est qu'elle est superbe. En plus, on a des renseignements au niveau de la taille. Donc ici, on a ici sur le cliché de droite, on voit que le bloc a été taillé, retaillé, avec un outil donc, qui est certainement un tétu taillant, il faut me croire sur parole, qui a par contre la particularité d'avoir ces petites traces ici, des traces d'ébréchures. Et en fait, cet outil avec les traces d'ébréchures a été retrouvé sur énormément de blocs sur le site. Donc bon, là, pour le moment, on est dans les faits et le questionnement. On n'a pas encore ressorti de réponse par rapport à ça. Et alors, tétu taillant, c'est-à-dire ici, c'est un outil, c'est une petite hache, qui est utilisé comme ça. Et qui permet, comme vous le voyez, on est sur la base des larrons, on est raisonnablement dans le même type de calcaire que celui que je vous ai apporté. Donc là, on a toute une phase où les différents blocs ont été retaillés à l'aide de cet outil. Une des particularités également de cette superbe sculpture, c'est qu'effectivement, quand on voit le larron, celui-ci c'est le larron de droite, quand on voit le larron de droite ou de gauche, ça a peu d'importance, on voit que ici, en bas, donc, l'amorti a été gravé à la broche. Ensuite, ça a été surfacé à l'aide d'un ciseau. Ils ont gratté au fond. Ça a été difficulté. Je ne suis pas sûr que c'était une de leurs priorités. Mais quand on voit ici le larron, effectivement, on a quand même une impression de volume. Alors que si on... Alors là, c'est en vue de face, évidemment. Si on se met, on va dire, en 2/3 sur le côté, on commence à deviner qu'en fait, l'impression de volume n'est pas si précise que ça. Et que quand on prend un cliché sur le côté, en fait, le parement est totalement droit. C'est-à-dire que ici, ils ont attaqué... On va se mettre là, par exemple... Donc, comme on a vu tout à l'heure, le matériau a été attaqué comme ça, on descend. Et un des avantages du calcaire charentais, c'est que c'est vrai que c'est pas très très dur. Une fois que c'est réalisé comme ça, en fait, le sculpteur a uniquement incisé, gratté la matière. C'est-à-dire qu'en prenant son outil, alors là je vous parle toujours de calcaire charentais, hein. Dans un marbre de Carrare, ça serait peut-être plus compliqué. Comme ça. Et après, pour réaliser d'autres parties, en fait, tout bêtement, il a donné du volume en incisant ici la matière à l'aide de son outil. Donc petit à petit, vraiment uniquement en grattant,
il arrive à donner du volume à son larron. C'est extraordinaire. Ici, toujours l'hypogée des dunes. Hypogée des dunes, donc ici, on a l'hypogée, avec là, le sarcophage 15, ici la marche J. Et il y a une particularité sur l'hypogée des dunes qui est à noter, qu'on reprendra ensuite, c'est qu'en fait, cette hypogée a reçu, les blocs ont reçu des décors qu'on appelle des décors à ocelles. Et en fait, ici, vous voyez, les décors qui sont en haut sont sur le parement du sarcophage là, et les décors qui sont ici, ceux-là, sont sur le parement de la marche. Et en fait, ces décors, on s'est un peu pris la tête dessus. C'est très particulier. Et à un moment, on a trouvé... Alors là, il faut me croire sur parole, parce que c'est vraiment ici. Ici, il y a un décalage au niveau des ocelles. Et c'est là qu'on a compris que pour réaliser ces décors d'ocelles, en fait, si vous voulez utiliser un compas, donc pour faire un cercle, ça va à peu près, il faut faire attention. Voilà, ça glisse un petit peu. C'est pas le plus pratique. Donc pour réaliser un décor d'ocelles, les ocelles ont toutes exactement le même rayon. Vous pouvez me croire, c'est moi qui les ai mesurées. Ce sont toutes les mêmes. Et je pense que le sculpteur a utilisé ce type d'outil, d'où l'adaptation de l'outil à la technique, ce type d'outil qui est une pointe centrale et deux pointes qui sont écartées. Et en fait, à l'aide de ce type d'outil, on peut parfaitement, en faisant pivoter autour de la pointe centrale, bon, j'ai glissé, réaliser une ocelle. Donc ça, c'est celle qui nous a permis de voir que c'était raté. Je vais essayer de vous en faire une qui n'est pas ratée. C'est pas terrible. À la maison, ça fonctionne. Voilà. Ensuite, voilà. Par rapport au support d'ocelles, on s'est rendu compte également, alors là je suis en grande discussion avec les responsables de l'opération, je pense réellement que non seulement ils ont utilisé ce type d'outils pour réaliser les ocelles, mais que également, parce qu'on retrouve exactement le même technique et les mêmes rayons sur énormément de blocs sur le site pour réaliser le nombril du larron. On n'est pas tout à fait d'accord, mais ça va discuter. Donc voici un relief qui est conservé également au département des sculptures, qui est daté du 8e, du 9e siècle, et qui provient de l'église abbatiale de Saint-Denis. Il a été associé au culte du Ladre, fondé sur la légende de la guérison miraculeuse du lépreux par le Christ, qui était venu en personne pour consacrer la basilique, l'église de Saint-Denis. Donc il présente un décor, s'agit-il d'une œuvre créée sur le territoire de France ou en Italie? Ce sont des questions qui restent posées. Il s'agit d'un marbre qui est absolument superbe, dont vous voyez le veinage. Et ensuite, la reprise d'un motif très fréquent, enfin antiquisant, nous allons dire, avec une partition du devant de l'objet par des pilastres, des strigiles et au centre un vase dans la veine antique et des arbres de vie de part et d'autre, s'élevant de part et d'autre de la croix. Bénédicte vous a dit le maximum de choses qu'on pouvait tirer de ce bloc qui est superbe. Il est tellement bien fini
qu'en fait, on n'a pas réussi à trouver, on y a passé une petite heure devant, on n'a pas réussi à trouver de traces, tellement la finition est impeccable. On devine des micro-traces d'abrasifs, certainement, mais il n'y a rien à dire. Voici un chapiteau qui a été découvert dans les fouilles des saints apôtres, enfin, de l'église Sainte-Geneviève, donc sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Cette église a été reconstruite à l'époque romane, à la fin du XIe, début du XIIe siècle, à l'emplacement de la basilique des Saints Apôtres qui avait été fondée par le roi Clovis et la reine Clotilde au début du VIe siècle en l'honneur de Sainte Geneviève, qui était inhumée non loin de là, et pour y être eux-mêmes enterrés. Cette église médiévale a été détruite en 1807 et c'est à ce moment-là, lors des fouilles, qui a été découvert entre autres ce chapiteau qui a été attribué à l'église primitive en raison du revers que je vous ai montré, c'était la dernière diapositive de mon exposé, au revers, un chapiteau à décor floral de type corinthien composite. Donc on se retrouve dérivé. Donc on se trouve face à une œuvre qui a été réutilisée au Moyen-Âge avec l'image de Daniel dans la fosse aux lions et l'artiste, enfin le sculpteur, a repris la structure du chapiteau primitif. Les questions qui se posent, des analyses récentes ont été faites des matériaux et ont montré qu'il s'agissait de marbre de Carrare. Alors que les historiens, les médiévistes, très souvent avaient pensé systématiquement qu'il s'agissait du marbre des Pyrénées et imaginaient qu'il s'agissait d'un sculpteur méridional qui avait plus l'habitude de sculpter ce type de matériaux on pense au maître de Capestany par exemple, qui était venu dans le nord de la Gaule, de la France plutôt, pour le sculpter. Donc le fait qu'il s'agisse d'un marbre de Carrare n'implique pas qu'il s'agisse forcément d'un artisan du sud-ouest, enfin du sud-ouest de la Gaule. Et puis les comparaisons ont fait par exemple, dans la cathédrale Saint-Étienne de Sens, des chapiteaux stylistiquement sont assez proches évidemment ceux-là sont sculptés dans du marbre, dans de la pierre. Donc l'observation que nous avons faite avec Thierry et Pierre-Yves il y a 2 ou 3 mois est très intéressante pour mieux que les médiévistes notamment comprennent mieux cette œuvre et aillent plus loin dans leur réflexion. Donc effectivement, comme vous disiez Bénédicte, on a le chapiteau, donc là c'est vu de côté, la partie antérieure, on va dire avec Daniel, la partie postérieure. Et quand on regarde de plus près, donc là on est sur la partie postérieure, on retrouve exactement les mêmes techniques de taille, de sculpture qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire avec le forêt, gravure en V, on devine ici il y a encore des arêtes, ça n'a pas été très bien fini, donc c'est pas c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est uniquement un aspect technique. Là on devine encore les traces du gravelé qu'on voit ici, qu'on devine ici, et sur l'arrière du bloc, la partie supérieure, on voit donc on devine encore les traces de l'outil qui a été utilisé, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc comme ça, qui a été utilisé en poussant de manière à surfacer le parement. Donc ensuite, on va passer sur Daniel. Et en regardant de plus près donc, cette sculpture, il y a quelque chose qui tout de suite, c'est cette partie-là. Donc là, vous êtes à gauche de la sculpture, et en fait, il y a une petite ciselure ici, et là, les traces d'un outillage. C'est-à-dire qu'ici, on est
sur l'utilisation d'un gravelé. L'utilisation d'un gravelé pour faire... Alors, comme sur le blog dans lequel je suis, on est sur du marbre, hein, donc les opérations sont un peu plus compliquées. Donc, une petite sciure périmétrique à l'aide d'un gravelé, ce qui permet au sculpteur ou au tailleur de pierre de savoir la profondeur jusqu'où il va aller. Donc, il prépare sa petite ciselure. Et là, aussi surprenant que ce soit, on a effectivement ici, les traces d'un outil très large. Très large, c'est le seul outil sur tous les blocs que l'on a vus ici qui est large. Donc c'est un outil qui fait, en le mesurant de 3 à 5 cm, ici vous avez l'outil, celui-ci fait... Oui, il fait 5, celui-ci, un outil de 5. Et en fait, le sculpteur a utilisé son outil pour descendre dans la matière. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas l'outil idéal pour faire ce genre de choses. C'est-à-dire que je ne saisis pas trop pourquoi il n'a pas continué d'utiliser son gravelé pour faire ça. Ensuite, en regardant, on voit la finition est un petit peu différente. On est toujours sur du ripage, c'est-à-dire qu'on pousse l'outil. Et donc, tous ces détails, les uns rapprochés des autres, je me pose la question de savoir si c'était pas en fait un exceptionnel tailleur de pierre parisien, on va le dire, qui utilisait ces outils traditionnels utilisés dans le calcaire et qui a continué de les utiliser dans du marbre, les outils qu'il avait sur place. Parfait. Alors je voulais insister sur 3 points. Donc sur toutes les études qui ont été faites sur ce type de sculpture, alors c'est en cours aussi, mais j'ai réellement l'impression que durant toute cette période, on est sur l'utilisation de très peu d'outils. Systématiquement, quand on est sur ce type de sculpture, on voit qu'il n'y a pas l'utilisation d'un nombre d'outils comme au XIIIe, on voit sur les mêmes œuvres 2, 3, 4, 5 types d'outils différents. Ici, c'est un outil, 2 outils. On a vraiment l'impression qu'il y a très très peu d'outils. Pareil, dans le même ordre d'idée que l'utilisation de l'outil, c'est également ce que j'appellerais la porosité des techniques. C'est-à-dire que je ne pense pas que les sculpteurs soient que des sculpteurs ou ne sculptent que le marbre ou que le matériau. J'ai vraiment l'impression, en voyant les techniques utilisées, que c'est très mixte, c'est-à-dire qu'on a parfois les ocelles que je vous ai montré tout à l'heure, la fabrication des ocelles, moi ça me rappelle énormément de la tabletterie. Peut-être de leur favori, d'utilisation sur le bois, donc là c'est peut-être après rapproché de ce que disait Fabrice tout à l'heure, mais on a vraiment l'impression que qu'il y a une porosité des techniques, qu'ils ne sont pas spécialisés comme on peut le voir plus tard. Donc classique et barbare, c'était hier soir. Je me disais qu'il n'était plus du tout classique. Effectivement, les techniques utilisées ne sont pas des techniques utilisées dans l'Antiquité, hein, ça c'est tout à fait clair. Ils ne sont pas franchement barbares. Une adaptation de l'exécutant aux matériaux, ça me paraît très très important. Fabrice en parlait tout à l'heure, on en a parlé hier. L'exécutant s'adapte aux matériaux, à la tâche à réaliser. Il n'y a pas de spécialisation, hein, ou moins de spécialisation. Il était tard, donc je trouve que c'est une sculpture qui a de la vie, du charme. Elle est joyeuse et vivante. C'était très tard. Et en fait, j'ai eu le plaisir de me promener dans le musée mercredi après-midi et je me suis totalement égaré par erreur dans des salles qui doivent être 18e, 19e. J'ai vu Napoléon, donc on doit être à peu près là-dedans. J'ai trouvé que cette sculpture était fade, en fait. Techniquement, c'est irréprochable, il n'y a rien à dire.
mais c'est pas très beau, celle-ci est beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup donc au binôme qui nous a fait une présentation très pédagogique de l'utilisation des outils dans la taille de pierre. Utilisation très intéressante et qui nous oblige aussi maintenant dans nos études sur la sculpture à prendre en compte les questions d'archéométrie. On a vu tout à l'heure avec ta présentation, Bénédicte, sur l'utilisation des matériaux. Et on se doit aussi maintenant, hein, c'est évident, d'étudier les traces d'outils laissées sur le mobilier lapidaire. C'est très important d'avoir des études complètes de ce point de vue-là.